Elle raconta que cela l'avait un peu déstabilisée, car il ne s'attendait pas à une telle attitude de la part de sa victime. Elle avait continué de parler faisant les questions et les réponses, cachant tant bien que mal la frayeur qui s'emparait d'elle. À un moment, en désespoir de cause, elle eut une intuition salutaire en lui disant « Mais je ne comprends pas pourquoi vous faites des choses comme ça alors que pourtant vous êtes quelqu'un de bien. » Elle a dit par la suite au journaliste que son agresseur avait alors éclaté en sanglots et lui avait raconté en larmes sa vie misérable, tandis qu'elle s'efforçait de l'écouter en continuant de masquer sa terreur. Elle avait fini par obtenir qu'il s'en aille de lui-même. Vous citez un cas extrême, mais il est vrai que les gens ont tendance à se comporter selon la façon dont on les voit, à s'identifier à ce que l'on perçoit en eux. Il faut comprendre que chacun de nous a des qualités et des défauts. Ce sur quoi l'on focalise, son attention a tendance à prendre de l'ampleur à s'étendre. Si vous braquez les projecteurs sur les qualités d'une personne, même s'ils sont infimes, ils s'accentueront, se développeront jusqu'à devenir prépondérantes. D'où l'importance d'avoir dans votre entourage des gens qui croient en vous, en vos qualités et en vos capacités. Y a-t-il un autre aspect de ce projet qui vous retienne ou pour lequel vous ne sentiez pas tout à fait en accord avec vous-même quand vous imaginez l'accomplir? Oui, il y a un dernier point. Lequel? Dans mon rêve, je gagnais de l'argent, suffisamment, en tout cas pour pouvoir me payer une maison avec un jardin. Et en fait, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cette idée. Je ne suis pas sûre d'être fait pour gagner de l'argent, ni d'en avoir vraiment envie au fond de moi. Bref, il y a quelque chose qui me chagrine sur ce point. Nous y voilà. Pardon? Je savais que tôt ou tard, nous y viendrons. Pourquoi? L'argent cristallise tous les fantasmes, toutes les projections, les peurs, les haines, l'envie, la jalousie, les complexes d'infériorité, de supériorité et bien d'autres choses encore. Cela aurait été très étonnant que l'on n'ait pas à l'aborder ensemble. Je ne savais pas qu'un si petit mot cachait tant de choses. Alors, dites-moi tout. Quel est votre souci concernant l'argent? Il conservait son ton bienveillant, mais j'y percevais en plus une touche d'amusement, comme s'il avait déjà tellement fait le tour de la question qu'il ne s'attendait nullement à être surpris par le problème que je m'apprêtais à lui exposer, quel qu'il fût. Disons que je suis un peu partagée sur ce sujet. C'est comme si une partie de moi avait envie de gagner de l'argent et qu'une partie de moi n'en voulait pas. Trouvez cela sale. Donc la question est, comment réconcilier ces deux parties de vous, n'est-ce pas? C'est amusant de le formuler ainsi, mais on peut le dire en effet. Alors, dites-moi, pour commencer, ce que veut cette partie de vous qui a envie de gagner de l'argent. Je pense que l'argent pourrait m'offrir une certaine liberté. J'ai le sentiment que plus on est riche et moins on dépend des autres. Par conséquent, on devient libre de son temps, de ses activités, sans avoir de compte à rendre. Ce n'est pas complètement faux. Quoi d'autre? Eh bien, m'amuser à un certain confort matériel, j'ai la faiblesse de penser qu'il est plus facile d'être heureux dans une belle maison, au calme, que dans un sordide petit 2 pièces orienté au nord, dans un quartier bruyant et pollué. Il n'y a pas de mal à rechercher un certain confort matériel, et il est vrai qu'il peut faciliter les choses. Pour être plus précis, le confort matériel n'apporte pas le bonheur. En revanche, son absence peut parfois altérer, troubler le bonheur. Ça me semble évident. Cependant, j'insiste sur le fait que ce qui est matériel ne peut pas apporter le bonheur. Beaucoup de gens sont d'accord avec cette idée,
et parfois même l'affirment haut et fort. Et pourtant, au fond d'eux, inconsciemment, ils croient quand même que cela les rendrait heureux. Ils vont alors dénoncer le comportement de ceux qui exhibent leur richesse, mais cette dénonciation sera en réalité teintée de jalousie parce qu'une partie d'eux-mêmes les envie et les croit plus heureux qu'eux. Cette croyance est très largement répandue, y compris parmi ceux qui affirment le contraire. Oui, c'est possible. Je repensais à l'une de mes amies qui critiquait si violemment les riches et ceux qui ne pensent qu'au matériel que c'en était louche. Son absence d'indifférence à leur égard témoignait sans doute d'un écho particulier que leur argent produisait en elle et qui n'était peut-être pas anodin. En fait, c'est cette croyance elle-même qui rend malheureux, puisqu'il pousse les gens à une course sans fin. On désire un objet, une voiture, un vêtement ou n'importe quoi d'autre et on se met à croire que la possession de cet objet nous comblerait. On le convoite, on le veut et finalement si on fait l'acquisition, on l'oublie très vite pour jeter son dévolu sur un autre qui, c'est sûr, nous comblera si on l'acquiert. Il n'y a pas de fin à cette quête. Les gens ne savent pas s'ils roulaient en Ferrari, habiter un appartement hollywoodien et voyager en jet privé et se convaincraient que c'est la possession de yachts qu'ils n'ont pas encore qui le rendait heureux. Bien sûr, ceux qui sont loin de pouvoir rouler en Ferrari s'en offusquent et se disent qu'ils se contenteraient d'être juste un peu plus riches qu'ils ne sont. Ils ne demandent pas un appartement hollywoodien. Non, mais seulement un appartement un petit peu plus grand. Ils sont convaincus qu'ils s'en satisferaient. Ils n'auraient ensuite plus envie de rien. C'est là qu'ils se trompent. Quel que soit le niveau matériel auquel on aspire, on désire plus dès qu'on l'atteint. C'est vraiment une course sans fin. Ces paroles avaient un écho particulier en moi, car ils me rappelaient les Noëls de mon enfance. J'étais tout excitée en préparant ma lettre au Père Noël, avec la liste des jouets que j'espérais. Pendant des semaines, j'y pensais, attendant impatiemment le jour où je les posséderais enfin. Mon excitation atteignait son paroxysme le soir du réveillon. Mes yeux ne quittaient plus le sapin au pied duquel j'imaginais déjà mon bonheur du lendemain. J'allais me coucher en percevant la nuit à venir comme interminable. Et c'est reconnaissant que je découvrais l'heure sur mon réveil petit matin. Le grand jour était enfin arrivé, lorsque je poussai la porte du salon et découvrais les paquets cadeaux multicolores sous le sapin illuminé. J'étais emplie d'une joie intense. Je déballais tout, allaitant d'excitation, puis passais le plus clair de la journée à jouer avec ceux que j'avais reçus, m'arrangeant toujours pour m'échapper de l'interminable repas familial et laisser les adultes à leurs conversations ennuyeuses. Mais je me souviens que le soir approchant, le soleil déclinant à l'horizon, ma joie se tarissait progressivement. Mes nouveaux jouets ne généraient déjà plus en moi le même élan de gaieté. J'en arrivais à envier mon excitation de la veille. J'aurais voulu la revivre. Je me rappelle m'être dit une année que mes rêves de jouets me rendaient finalement plus heureux que les jouets eux-mêmes. L'attente était jouissive que son dénouement. J'en fis part au sage qui me dit en souriant: le plus grand mensonge des parents à leur enfant ne porte pas sur l'existence du Père Noël, mais sur la promesse tacite que ces cadeaux les rendront heureux. Je regardais les paysans dans la vallée et me demandais si leur tradition les amenait aussi, une fois par an, à tenter d'apporter du bonheur à leur enfant en les couvrant de cadeaux matériels. Vous m'avez fait part, reprit-il, des raisons qui motivent cette partie de vous désireuse de gagner de l'argent. Parlez-moi maintenant de cette autre partie de vous qui rejette cette idée.
Je crois que l'argent en soi me répugne un peu. J'ai parfois l'impression qu'il n'y a plus que ça qui compte en ce bas monde, que l'argent devient le centre des préoccupations des gens. On assiste à une certaine dérive, en effet, et c'est dommage parce que l'argent est pourtant une belle invention. Pourquoi dites-vous cela ? On oublie souvent qu'à l'origine, l'argent n'est rien d'autre qu'un moyen pour faciliter les échanges entre les êtres humains. Échange de biens, mais aussi échange de compétences, de services, de conseils. Avant l'argent, il y avait le troc. Celui qui avait besoin de quelque chose était dans l'obligation de trouver quelqu'un qui soit intéressé par ce qu'il avait à offrir en échange. Pas facile, tandis que la création de l'argent permet d'évaluer chaque bien, chaque service, et l'argent collecté par celui qui les a cédés lui offre ensuite la possibilité d'acquérir librement d'autres biens et services. Il n'y a aucun mal à cela. D'une certaine manière, on pourrait même dire que plus l'argent circule, plus il y a d'échanges entre les êtres humains et mieux c'est. Vu comme ça, c'est fabuleux. C'est comme ça que cela devrait être. Mettre à la disposition des autres ce que l'on est capable de faire, le fruit de son travail, de ses compétences et obtenir en échange de quoi acquérir ce que d'autres savent faire et pas soi. L'argent n'est d'ailleurs pas quelque chose que l'on devrait accumuler, mais que l'on devrait utiliser. Si l'on partait tous de ce principe, le chômage n'existerait pas, car il n'y a pas de limite au service que les autres humains peuvent se rendre mutuellement. Il suffirait de favoriser la créativité des gens et de les encourager à mettre en œuvre leurs projets. Mais alors, pourquoi l'argent devient quelque chose de sale de nos jours ? Pour le comprendre, il faut d'abord saisir l'importance de deux éléments. Comment on gagne de l'argent et comment on le dépense. L'argent est sain s'il provient de la mise en œuvre de nos compétences en donnant le meilleur de nous-mêmes. Il procure alors une réelle satisfaction à celui qui le gagne. Mais s'il est obtenu en abusant les autres, par exemple ses clients ou ses collaborateurs, alors cela génère ce que l'on pourrait appeler symboliquement une énergie négative. Les chamans l'appellent la rucha. Et cette rucha tire le monde vers le bas, pollue les esprits et au final rend malheureux le spolié comme le spoliateur. Ce dernier peut éprouver le sentiment d'avoir gagné quelque chose, mais il accumule en lui cette ucha, qui l'empêchera de plus en plus d'être heureux. Cela se lit sur le visage quand on vieillit, et ce, quelle que soit la richesse accumulée, tandis que celui qui gagne de l'argent en donnant le meilleur de lui-même et en respectant les autres peut s'enrichir en s'épanouissant. Je ne pouvais m'empêcher de penser au portrait de Dorian Gray, cet incroyable roman d'Oscar Wilde qui dépeint un homme malfaisant dont chaque acte malveillant s'inscrit sur le visage d'un personnage peint sur un tableau, le marquant de plus en plus jusqu'à qu'il en devienne hideux. Vous disiez aussi que la façon dont on dépense l'argent est importante. Oui, si l'on utilise l'argent gagné pour donner à d'autres la possibilité d'exprimer leurs talents, leurs compétences en faisant appel à leurs services, alors l'argent produit une énergie positive. À l'inverse, si l'on s'en contente d'accumuler des biens matériels, alors la vie se vide de ce sens, on se dessèche petit à petit. Regardez autour de vous. Les personnes qui ont passé leur vie à accumuler sans rien donner sont déconnectées des autres. Ils n'ont plus de vraies relations humaines. Ils ne sont plus capables de s'intéresser sincèrement à une personne ni d'aimer. Et croyez-moi, quand on arrive là, on n'est pas heureux.
C'est drôle, quand j'y pense, je suis à l'autre bout du monde. Je rencontre un maître spirituel et c'est pour parler d'argent. En fait, on ne parle pas vraiment d'argent. Comment ça? On parle des limites que vous vous mettez dans la vie. L'argent n'est qu'une métaphore de vos possibilités. Je balançais les jambes au-dessus du vide et contemplais cet immense espace ouvert devant moi. Le léger souffle du vent chaud continuait de taquiner mes narines avec ses senteurs aériennes et de murmurer ce secret à mes oreilles. Finalement, peut-être que je gagne suffisamment d'argent aujourd'hui et qu'il ne m'est pas nécessaire d'en avoir plus. Mais dites-moi, puisque vous êtes si à l'aise avec l'argent, comment se fait-il que vous ne soyez pas richissime? Il sourit avant de me répondre. Parce que je n'en ai pas besoin. Alors pourquoi m'aidez-vous à être plus à l'aise avec l'argent? Parce qu'il faudra peut-être que vous parveniez à en gagner avant de pouvoir vous en détacher. Et si j'étais justement déjà détaché? Après un court silence, il me dit « Ce n'est pas un détachement, c'est un renoncement. » Ces paroles résonnèrent en moi. J'eus l'impression que l'écho de sa voix se perpétuait en vibration. Je devais reconnaître qu'une fois de plus, il avait raison. Dans la philosophie hindouiste, reprit-il, on considère que gagner de l'argent est un objectif valable. Et cela correspond à l'une des phrases de l'existence. Il faut juste éviter de s'y-enliser et savoir ensuite évoluer vers autre chose pour réussir sa vie. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Demandai-je un peu naïvement. Une vie réussie est une vie que l'on a menée conformément à ses souhaits, en agissant toujours en accord avec ses valeurs, en donnant le meilleur de soi-même dans ce qu'on en fait, en restant en harmonie avec qui l'on est, et si possible une vie qui nous a donné l'occasion de nous dépasser, de nous consacrer à autre chose qu'à nous-mêmes et d'apporter quelque chose à l'humanité, même très humblement, même si c'est infime. Une petite plume d'oiseau confiée au vent, un sourire pour les autres. Cela suppose que l'on connaisse ses souhaits. Oui. Et comment peut-on savoir si l'on agit en accord avec ses valeurs? En étant à l'affût de ce que l'on ressent. Si ce que vous faites ne respecte pas vos valeurs, vous éprouverez une certaine gêne, un léger malaise ou un sentiment de culpabilité. C'est un signe qui doit vous amener à vous demander si vos actions ne sont pas en contradiction avec ce qui est important pour vous. Vous pouvez aussi vous demander à la fin d'une journée si vous êtes fier de ce que vous avez fait accompli, même s'il s'agit d'actes secondaires. C'est très important. On ne peut pas évoluer en tant qu'être humain, ni même simplement rester en bonne santé quand on mène des actions qui violent nos valeurs. C'est amusant que vous fassiez un lien avec la santé, car je me souviens que lorsque j'étais étudiant, j'avais fait un job d'été en tant que téléconseiller pour une compagnie d'assurance. Je devais appeler des gens pour leur conseiller de souscrire une certaine assurance. La compagnie savait que les 3/4 des personnes que l'on contactait bénéficiaient déjà, sans le savoir, de cette assurance parmi les services inclus dans leur carte bancaire. Mais il ne fallait surtout pas l'évoquer et nous devions proposer à tout le monde cette assurance. Cet été-là, j'ai eu pour la première fois de ma vie une crise d'eczéma carabinée. Le médecin n'a jamais pu identifier la cause et les traitements prescrits n'ont rien changé. Je les ai abandonnés. L'eczéma a continué de se développer et j'ai fini par arrêter ce travail car j'avais honte de me présenter au bureau dans cet état.
8 jours plus tard, tout avait disparu. On ne peut évidemment pas en être sûr, mais c'était peut-être un message de votre corps pour vous signaler que vous agissiez en contradiction avec vos valeurs de respect de l'autre, de confiance et d'honnêteté. Il est vrai que ce sont des valeurs fondamentales pour moi. J'en suis convaincue. Vous disiez aussi qu'il faut donner le meilleur de soi-même dans ce que l'on fait. Oui, c'est l'une des clés du bonheur. Vous savez, l'être humain se complaît dans le laisser-aller, mais s'épanouit dans l'exigence de soi. C'est vrai, c'est vraiment en étant concentré sur ce que l'on fait pour réussir la mise en œuvre de nos compétences, en relevant chaque fois de nouveaux défis que l'on se sent heureux. C'est vrai pour tout le monde, quel que soit notre métier ou le niveau de nos compétences. Et notre bonheur est accru si notre travail apporte quelque chose aux autres, même indirectement, même de façon modeste.